Tu as beaucoup de personnes qui consultent en pensant avoir un problème sexuel. En fait, ils n'ont pas de problème. Peut-on coucher avec quelqu'un en gardant ses chaussettes? Non! La sexualité est moins souvent hétérosexuelle, c'est-à-dire que les femmes, notamment, ont plus de relations homosexuelles qu'avant. Les personnes qui ont moins de 30 ans aujourd'hui ont plus de fantaisies sexuelles, mais moins de fréquences sexuelles. Voilà. Si on met dans la case des tâches à accomplir la libido, ça la tue littéralement. Exactement. Pour moi, tout ce qui est technologie nouvelle n'est ni bonne ni mauvaise, il faut savoir bien l'utiliser. Les gens ne savent pas ce qu'est un clitoris. Ils pensent que c'est le petit capuchon, toi tu sais. Les études montrent que les personnes qui ont une vie sexuelle régulière et épanouie, c'est pas la fréquence, c'est l'épanouissement, ont moins de maladies cardiovasculaires. Ah oui, ça c'est jeu, Moins de maladies infectieuses, moins d'inflammation et moins de dépression. Il y a des gens qui sont toute leur vie dans une recherche d'éros, c'est-à-dire qu'ils vont prendre sans jamais découvrir qu'eux aussi peuvent donner. Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est ton rayon. Aujourd'hui, ce sera une émission spéciale axée sur la sexualité avec des invités de renom. En effet, on recevra tout à l'heure Clara Morgan, qui est artiste et entrepreneuse, et le docteur Gilbert Boujaoudé, le sexologue le plus connu de France. Ensemble, ils exploreront la sexualité des Français autour de thèmes variés. Déjà, la pression de la performance. On verra aussi l'éducation sexuelle à l'ère du porno ou l'impact des réseaux sociaux sur nos relations. Ils nous donneront des conseils pour entretenir la flamme dans un couple et nous parlerons des nouvelles pratiques en termes de sexualité. Une innovation prometteuse dans le domaine médical. Des chercheurs chinois ont développé des fils de suture qui s'auto-électrifient grâce au mouvement du corps. Ces fils sont fabriqués à base de magnésium et d'une gaine biodégradable et ils génèrent une microcharge électrique qui stimule la cicatrisation tout en réduisant le risque d'infection. Testés sur des rats, les résultats révèlent que les plaies guérissent 2 fois plus vite. Les essais humains viennent tout juste de commencer et il faudra encore 2 ans pour valider cette avancée. La momie Céramon, âgée de 3000 ans et conservée au musée des Beaux-Arts de Besançon, a été transportée à Lyon pour être examinée au peigne fin avec un examen inédit, le scanner spectral à comptage photonique. Première mondiale, cette technologie de pointe est développée par le CNRS et l'université Claude Bernard, offre une résolution sans précédent. Cela a permis d'en savoir plus sur les pratiques de momification et surtout sur la vie de ce haut fonctionnaire égyptien. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les femmes ronflent autant que les hommes. Je t'explique. Une étude récente a révélé qu'elles le font et avec une intensité comparable, soit environ 50 décibels, ce qui équivaut à peu près au bruit d'un sèche-cheveux. Mais donc, à quoi est dû le ronflement? Il est dû à des vibrations anormales du pharynx lors de l'inspiration et des facteurs comme l'âge, le tabagisme, l'alcool, le surpoids augmentent le risque de ronfler. L'enquête publiée récemment par l'INSERM met en lumière des transformations majeures dans la sexualité des Français au cours des dernières décennies. Je t'explique. La sexualité s'est enrichie de pratiques variées, notamment en raison de l'évolution des normes sociales, de l'égalité homme-femme et de l'impact du numérique. Une tendance générale à une diminution de la fréquence des rapports sexuels a été observée. Les applications de rencontres et les espaces numériques jouent un rôle croissant dans l'expression de la sexualité. Pour finir, l'étude révèle une baisse de l'utilisation des préservatifs chez les jeunes et une prévalence notable des infections sexuellement transmissibles, malgré une meilleure sensibilisation. Qu'est-ce que c'est les nanorobots? Eh bien, imaginez une technologie capable de pénétrer dans votre corps, d'explorer des endroits invisibles à l'œil humain et de soigner directement au cœur de vos cellules. Non, ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est le potentiel incroyable des nanorobots, aussi appelés nanobots. Ces minuscules machines, des millions de fois plus petites qu'1 millimètre, pourraient bientôt révolutionner la médecine. Leur taille leur permet de naviguer dans les zones totalement inaccessibles aux outils classiques. Par exemple, ils pourraient identifier une maladie bien avant l'apparition des premiers symptômes en détectant des signes précoces au niveau cellulaire. Mais ce n'est pas tout. Imaginez des nanobots transportant un médicament directement à une cellule cancéreuse. Les cellules saines seraient épargnées, limitant drastiquement les effets secondaires des traitements comme la chimiothérapie. Ils pourraient aussi réparer des tissus endommagés après un AVC ou une blessure grave. Et dans la lutte contre les infections bactériennes ou virales, ils seraient capables de cibler précisément les agents pathogènes sans affecter votre microbiome naturel. Évidemment, cette technologie soulève encore des défis. Comment garantir que ces robots microscopiques quittent le corps une fois leur mission accomplie? Et surtout, comment rendre ces traitements accessibles? Actuellement, les nanotechnologies médicales restent coûteuses, ce qui limite leur disponibilité.
Malgré ces obstacles, les nanorobots incarnent un tournant majeur pour la médecine moderne. Alors j'ai 2 invités pour cet épisode axé sur la sexualité, Clara Morgan et le docteur Gilbert Boujaoudé. Bonjour Gilbert, bonjour Clara, Salut. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer cette interview, j'ai une petite vidéo de chacun d'entre vous qui vous présente. Donc on va les regarder ensemble. On va commencer par Clara. Ceux qui me voient tel que je suis réellement aujourd'hui, c'est une mère de famille, gérante de sa boîte et artiste. Ton corps n'appartient qu'à toi et tu dois le reconnaître. C'est une nécessité. Tu ne fais absolument rien de mal et tu ne dois pas t'en vouloir. Et maintenant on va passer à toi Gilbert. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est qu'il y ait une macération, puisque les organes génitaux externes ont des sécrétions continues. Qui dit macération dit plus de risque d'irritation, inflammation et plus de risque de mycose. L'excitation sexuelle est une pièce maîtresse de la sexualité. C'est elle qui permet au désir de se manifester et qui mène à l'intimité et au rapport sexuel. Ce qu'on peut faire au lit, il vaut mieux d'abord réfléchir à ce qu'on pourrait éviter de faire au lit. Cette phrase, je la répète souvent à mes patientes et mes patients. Salut Clara, on est très contente de t'avoir avec nous. Je crois que tu as une actualité très brûlante aujourd'hui, que tu fais plein de choses, dont ton livre qui vient de sortir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, mon premier roman vient de sortir. Il s'appelle Ne m'appelez pas Emmanuel, aux éditions Récamier. Je suis en tournée avec mon spectacle de cabaret qui s'appelle Au 7e. Je suis entourée de femmes et on évoque l'évolution du genre féminin à travers les générations. Super. Donc j'allie danseuses burlesques, acrobates, effeuilleuses, championnes de pôle. Voilà, je suis entourée de femmes pour mon plus grand bonheur. C'est génial. Et d'ailleurs, on a une petite surprise pour toi, une autre petite vidéo. J'espère que ça te fera plaisir. Coucou Emma, en direct de New York, parce que comme tu sais, je voyage presque autant que toi, mais pas aussi souvent peut-être, je sais pas. Alors la question que je voulais te poser, comme tu sais, on s'est rencontrés, tu avais oublié ton bagage. Donc la première rencontre qu'on a fait, je t'ai donné de mes habits ou une écharpe, je sais plus, parce qu'il faisait assez froid. Et du coup, à ton avis, si tu devais partir en voyage avec un seul vêtement, lequel tu prendrais? Voilà, je te fais plein de bisous de New York, c'est pour ça qu'il y a du bruit dehors. Et je t'aime très fort, bien sûr. Bisous. Lisa Azuelos, c'est la meilleure personne avec laquelle voyager. Elle est gentille, drôle, compatissante. Effectivement, on s'est rencontrés dans une retraite de féminité sacrée au Maroc. C'est toute la 3e partie de mon livre. Je parle de Lisa également parce qu'on a vécu cette expérience ensemble. Et effectivement, ils ont perdu ma valise quand je suis arrivée. J'ai dû faire plusieurs jours au Maroc sans aucun repère, sans aucune affaire. Et Lisa était là. Et on a tellement rigolé que j'ai complètement oublié cette histoire de valise. Donc, si je devais repartir, je prendrais une Lisa Azuelos. C'est un beau manteau. Et toi, Gilbert, d'ailleurs, tu es médecin andrologue et sexologue. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots? Alors, écoute, moi, je suis médecin sexologue avec des activités un peu diverses. C'est-à-dire, il y a... On ne va pas savoir, ça a l'air trop sulfureux. Des activités en tout cas, c'est un domaine qui intrigue beaucoup. Oui, oui, même les médecins. Mais même les médecins. Même les médecins me demandent, mais tu fais quoi en consultation? C'est quoi exactement? Raconte-nous. Mais moi, j'avais fait, quand j'étais externe, une consultation avec accouchant, je ne vais pas dire son nom, mais avec un médecin. Je vois qui c'est. Voilà. Et c'était... Vous laissez si vous voulez. Non, mais du coup, tu vois, genre, en fait, c'était complètement hors programme de l'ECN. Oui. Et j'étais là, OK, c'est hyper intéressant, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que pour réviser mon concours, tu vois, c'est pas très rentable comme temps. Et en fait, quand on est étudiant en médecine, on ne voit pas l'intérêt de prendre en charge les problèmes sexuels. Exactement. D'ailleurs, c'est un des gros défauts qu'on a dans le parcours médical. C'est-à-dire la source de la vie, donc ça ne vous intéresse pas. Très bien, il n'y a pas de souci. On s'intéresse à la gynécologie, à l'urologie, mais il n'y a pas de problème. Les problèmes sexuels, c'est moins... Et tu sais pourquoi? Parce qu'on vous n'avez pas beaucoup lu Freud, surtout. Et surtout, on considère que c'est que du bien-être. Ouais. C'est bien au-delà, comme tu dis, c'est de la vie. Santé. Et puis, il n'y a pas un problème de santé quasiment qui n'impacte pas la vie sexuelle. Et toi, ça fait 25 ans que tu fais ça? Oui. Et c'est quoi ta mission, du coup, en tant que sexologue? Alors, la mission, c'est surtout, parce qu'on pense que la mission, c'est de résoudre les problèmes sexuels, la mission, c'est surtout que la personne aille mieux. Je dis ça parce que tu as beaucoup de personnes qui consultent
en pensant avoir un problème sexuel. En fait, ils n'ont pas de problème, mais ils ont tellement lu de trucs qu'ils pensent qu'ils ont un problème. Je donne l'exemple le plus Tu veux dire qu'ils courant. sont hypocondriaques, un peu? Non, c'est des fausses informations. Ah. Exemple, moi, tous mes potes me disent qu'ils sont capables de faire l'amour 3-4 fois sur une soirée. Moi, 2 fois, je suis naze. Donc, je suis malade. Donc, j'ai un problème, il me faut un traitement. Mais non, c'est déjà... C'est tes potes, c'est des mythos. C'est souvent ce que je dis. Tes potes sont aussi les patients. Je voulais juste revenir sur le concept, effectivement, de la sexualité ou de la sexologie qu'on met de côté. Et Spinoza parle du désir puissance. Sans désir, il n'y a pas de vie. Pour Freud, c'est plus lié à Eros, qui est souffle de vie. Ouais. Et sans le désir, eh bien, on ne se lève même pas le matin pour aller travailler, on n'a pas d'appétit, ni pour se nourrir, ni sexuel, ni rien d'autre. Et on ne se rend pas compte à quel point le désir, pour tout, est fondamental. Il est la source de notre vie, notre énergie pure, notre énergie brute. Et un manque de libido total, effectivement, ou une baisse conséquente de libido veut dire énormément sur la santé mentale ou physique. En tout cas, il se passe quelque chose et beaucoup de femmes racontent qu'elles sont comme coupées en deux. Ouais. Parce que elles ont tout le haut qui fonctionne à plein régime, leur cerveau, leur mental, mais à partir du nombril, eh bien, elles sentent qu'il se passe quelque chose. Alors, moi, je parle plus des femmes parce que je leur ai parlé. Pas au courant que mon cerveau a envie. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il dort. Il y a une disconnexion entre les deux, en fait, ils ne se parlent plus. Exactement. Mais je me demandais aussi par rapport à... Quand tu es avec tes copines, par exemple, comment tu parles de ta sexualité? Est-ce que tu es plus cru qu'avec des copains, par exemple? C'est vrai qu'entre femmes, on parle plus de cœur qu'autre chose, des petites trahisons peut-être du quotidien ou des choses qui nous ont touchés, fait plaisir. Mais c'est vrai qu'entre femmes, on parle rarement de sexualité, sauf quand il y a un vrai souci, que justement il peut y avoir un manque de libido. C'est plus ces sujets-là, je pense, qui reviennent, que de la sexualité pure et dure qui n'a pas vraiment de problème. Tu vois des mecs, par exemple, qui se voient entre eux, une bande de potes, et il y en a un d'eux qui avait un date la veille. Ils vont lui demander, alors, c'était comment? Et il va raconter des prouesses. Oui, bien sûr. Une femme ne va pas raconter des prouesses. Non, prouesses sexuelles, ça dépend. Par contre, moi, c'est plutôt son comportement, comment, voilà, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et alors, les 20 ans m'étonnent beaucoup, parce qu'on dit que la tranche de 20 ans fait beaucoup moins l'amour. Il y a des bah oui, c'est la nouvelle étude là. Voilà, il y a des études qui sortent partout, mais j'ai l'impression que c'est pas par pudeur, et donc du coup ils en parlent de façon très simple et très crue, et que la qualité peut-être prévaut sur la quantité aujourd'hui. Oui, bah, c'est ce que l'étude prouve, c'est l'étude de l'INSERM et de l'ANRS, c'était le prochain sujet dont je voulais aborder. Ce qui ressort, c'est que les pratiques sexuelles se diversifient, donc il y a plus de masturbation, de sexe oral, de rapports anaux qu'avant. La sexualité est moins souvent hétérosexuelle, c'est-à-dire que les femmes notamment ont plus de relations homosexuelles qu'avant. Et puis l'âge médian du premier rapport, par contre, lui, baisse. C'est-à-dire que... non, il augmente, pardon. Il a augmenté. La première fois depuis 40 ans. La première fois, c'est 18 ans. 18,2 ans pour les femmes, 17,7 ans pour les hommes. Et ça a augmenté un petit peu. Ouais, mais là, il y a 2-3 explications dessus. Alors, ce que tu dis est 100% vrai, c'est-à-dire les personnes qui ont moins de 30 ans aujourd'hui ont plus de fantaisie sexuelle, mais moins de fréquences sexuelles. Voilà, exact. Mais c'est pas que du négatif là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que... C'est plus qualitatif. Oui, et puis surtout, il y a, par exemple, 20-30 ans en arrière, les femmes osaient moins dire non quand leur mec avait envie. On ne leur demandait pas souvent. Voilà, il y avait le devoir conjugal qui était là. Je rappelle qu'on fait l'amour quand on le désire. Exactement. Mais d'ailleurs, maintenant... Après, c'est l'extrême parce que mes petits frères me racontent que pour embrasser une fille, certains demandent à une fille, est-ce que je peux t'embrasser? Oui, ça s'appelle le consentement, je trouve. Ça s'appelle le consentement. Ils ont beaucoup plus cette notion du consentement que nous. Et moi, à mon époque, il n'y avait pas non plus cette notion du consentement qui était si poussée. Donc j'ai l'impression quand même que c'est le plus important. Mais il y a aussi sur la baisse des rapports sexuels, il y a d'autres explications. On sait par exemple qu'il y a des toxiques environnementaux qui jouent sur la libido. Ben, pour revenir sur le devoir conjugal, il y a une époque quand même où on disait aux femmes, c'est ton devoir conjugal. Oui. Alors, il y a quelque chose qui est désastreux, c'est qu'il y a 2 ans, je crois, un mari a attaqué, déposer plainte. C'est-à-dire qu'il y a eu un divorce. D'accord. Et effectivement, lui, pour se dédouaner de ses tromperies, etc., a mis sur la table le problème du devoir conjugal non respecté, et il a gagné.
Quoi? Oui, donc en fait, Ah, il a ça dit. fait jurisprudence contre les femmes dans lunaire. une époque, contre les femmes et même contre les hommes, mais quand même, bon, dans ce cas-là, c'est quand même un homme qui gagne sur une femme. Et disons que ça nous fait quand même revenir en arrière par rapport à toute l'avancée que j'ai l'impression qu'on fait humainement, en se rendant compte des choses, quand même, le monde avance un Hyper peu. surprenant. Ouais. Et ça m'a beaucoup choquée. Ah, c'est Et il a choquant. demandé Alors, je sais pas d'être où dédouané en- financièrement je sais aussi. pas où sont les appels, mais en tout cas, c'est clair qu'au niveau de la jurisprudence, C'est c'est pas gravissime. quelque chose qui est très Rien que la ligne de bien. défense acceptée comme ça, C'est catastrophique. C'est choquant. Et aujourd'hui, en psychanalyse, quand vous faites, on vous détend avec ça. Hein. Le devoir conjugal est une invention, Bien sûr. évidemment, De l'homme. du masculinisme, Bah, pardon. Mais c'est vrai que je pense que ça fait vraiment l'effet inverse. C'est-à-dire que si on met dans la case des tâches à accomplir la libido, ça la Ouais. tue littéralement. Exactement. Et on devient soit quelqu'un qui n'a plus de libido, soit quelqu'un qui est violé parce que on se laisse faire. Exact. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire entre ces deux extrêmes. C'est suis complètement complètement d'accord. d'accord. C'est plus tu as le droit de dire non, plus tu oses dire oui. Mais les rapports sexuels en général, donc il y a la libido, mais il y a aussi peut-être, moi je pensais les rapports aux réseaux sociaux, le fait qu'il y ait Ça des joue. sites de Alors- rencontres digitales avec les apps là, non? Alors moi, je voyais autre chose sur les réseaux sociaux, c'est... tu me dis si toi, tu les vois aussi. Tu vas dans le resto et tu regardes des gens qui ont 25, 28 ans qui sont au resto. Tu en vois beaucoup, non, qui sont chacun sur leur téléphone. Mais il n'y a pas même 25, Voilà. 28 ans, tout le monde fait Va ça. avoir une Tout le monde. Il libido n'y a plus après ça. aucun couple qui se regarde. Et moi, j'ai participé aux travaux de recherche. Bon, j'ai l'âge de participer. Ça fait 25 ans que Voilà. tu es médecin, donc. Et donc, j'ai participé aux travaux de recherche sur le Viagra. Et à l'époque, une de nos grosses craintes, après, il y a eu d'autres médicaments comme le tadalafil qui se prend quotidiennement et autres qui ont facilité. Mais à l'époque, c'était il fallait prendre le comprimé 1 heure à 4 heures avant le rapport. Et on se disait, mais ça va flinguer la libido des gens. 1 à 4 heures avant, il faut programmer, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent pas le fait de programmer. Heureusement, il y a d'autres méthodes. Mais oui, c'est ça. Chez d'autres couples, ben, en fait, ça les a obligés à reprendre rendez-vous entre eux en disant, en fait, ce soir, C'est hyper intéressant tous les cas que vous avez évoqués. Et d'ailleurs, on est allé poser les questions dans la rue aux Français sur ce qu'ils se pensent de la sexualité. Salut tout le monde, bienvenue dans C'est ton rayon, moi c'est Davidson, je suis médecin généraliste. Comment ça va Shelton? Ça va et vous? Ça va, merci. Est-ce que toi tu penses que ça marche chez couple libre? Ah C'est non, moi ouvert. je pense pas. Non, moi c'est homme-femme et puis ça reste comme ça. Je pense qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, etc. Je pense que ça peut fonctionner si on tombe pas amoureux. Malheureusement, avec la durée, on tombe amoureux. Est-ce que ça sent le vécu? Oui. D'accord. De ce que j'ai vu, ça marche plutôt moyennement bien. À vrai Ok. dire, il y en a toujours un qui finit par s'attacher à l'autre et ça devient un peu compliqué même au sein du couple par rapport du coup aux jalousies qu'il peut y avoir, etc. Il faut vraiment bien communiquer dans un couple libre, je pense. Déjà qu'il faut bien communiquer dans un couple monogame. Est-ce que Essaye. toi on t'a déjà donné des conseils sur la sexualité? Dans notre milieu à nous, on en donne à mort. Ah, Ouais, t'es on a la forain. pépinière. Ah. T'as la jambe là, le pied là. Avec les autres amis filles, on a beaucoup moins de tabous que les mecs. Parce que moi, j'ai un fils qui a 26 ans. Ah oui. Et j'essaye de parler de tout. C'est ça. Mais je pense que sur Internet, maintenant, les jeunes ont de quoi s'informer, il me semble. Hein. Si toi t'avais un conseil à donner sur la sexualité aux jeunes, tu leur dirais quoi? De s'écouter. Protégez-vous, c'est important, big up à vous. Puis voilà. Peut-être aller aussi au planning familial, vraiment c'est un très bon endroit si vous voulez. Des jeunes collègues, et quand elles me racontent leurs petites histoires, je leur dis capote, capote, capote. Ah oui. Et surtout faites attention au porno. C'est qu'il y a beaucoup d'éducation sexuelle qui se fait via la pornographie. Ah, surtout pour les femmes qui sont hyper sexualisées dans ce monde-là. Par rapport aux filles, je pense que quand c'est non, je n'ai pas besoin Ouais. de répéter ni de le justifier. Ouais. Toi, c'est quoi ta plus grande peur liée au sexe, par exemple? Ça peut arriver que le partenaire puisse enlever la capote en plein milieu de l'acte. C'est d'être forcé, je pense, ou de dire oui par dépit. Avoir une MST, je pense. Et Ah, ouais. c'est en allant donner mon sang que j'ai fait des découvertes. Le Voilà. dépistage de l'EFS Ouais, systématique. Voilà, c'est ça, ouais. Que quand c'est la première fois, soit la première fois de toujours ou la première fois avec quelqu'un, tu sais que c'est la première fois. Ouais. Mais quand c'est la dernière fois, Ta vie sexuelle en un mot, Shelton? Dur. Épanoui. Les montagnes russes. Ah, ok, d'accord. Pétillant. Compliqué. Ah, ok. Eh ben Morgane, tes messages sont super, on va terminer sur ça. Merci beaucoup Morgane, à la prochaine. Bon, c'est marrant. Hein. Ah ouais, C'est hyper génial. drôle. Et du coup, génial. par rapport à la sexualité des jeunes, à qui ils peuvent s'adresser pour avoir des conseils fiables en matière de sexualité? Parce qu'on trouve tout et n'importe nous. quoi. Voilà, vous. Voilà. Mais D'ailleurs, on a la chaîne Charles.co, je vais en parler, qu'on a créée.
C'est une chaîne qui a été dédiée pendant très longtemps que à la sexualité, en particulier pour les jeunes. Maintenant, on fait d'autres sujets de santé. Et il y a quelque chose qu'on a créé qui a facilité beaucoup la démarche, c'est la téléconsultation sur une centaine de personnes jeunes qui ont des problèmes sexuels, qui aimeraient avoir de l'aide. Seulement 30% osent aller en parler. Ce qui veut dire qu'il y a 70% qui essaient de se débrouiller quand ils peuvent et ils traînent ça. Et le fait que ça soit dématérialisé par téléconsultation, ça leur a facilité la démarche. Moi, ce que je conseille, c'est que ce soit surtout quelqu'un de confiance. Si quelqu'un un jour vous parle d'un problème sexuel en disant « j'ai besoin d'aide là-dessus surtout, au moins laissez-le finir de parler. Au moins écoutez, parce que c'est une preuve de confiance absolue en vous. Donc si quelqu'un vous parle d'un problème sexuel, c'est qu'il a une confiance en vous, cette personne a une confiance incroyable pour oser vous en parler. Donc surtout ne pas casser ce truc-là et écouter, essayer d'aider. Si vous ne savez pas aider, vous dites où trouver de l'aide. Donc pour vous, la sexualité, c'est du domaine privé ? La sexualité, c'est du domaine de l'intime, bien sûr, mais une personne peut en parler sans problème. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle facilement de la sexualité, mais même nous, on a une légère pudeur, il y a un truc qui est présent, parce que quand on en parle de façon totalement crue, ça perd un peu de son sens, je trouve. Et même des personnes qui sont très à l'aise avec le sujet, on choisit nos mots, on ne dit pas non plus, bon, on plaisante parfois et tout, mais la sexualité a besoin d'un peu secret. De mystère, de évidemment, c'est câblé directement sur le secret, parce que c'est le fantasme. Et sans ça, ça reste un corps. Je veux dire, on peut faire l'amour sans rien ressentir absolument. Si c'est pas de l'ordre du fantasme, du secret, du désir, eh bien, ça reste finalement deux corps, qui s'unissent. Ça peut être rien du tout. C'est bien que tu parles du fantasme, parce que du coup, est-ce que tu penses que le fantasme, c'est ça qui fait vivre le couple, dans le sens où est-ce qu'il faut faire, par exemple, du dirty talk ou d'autres pratiques pour justement un peu piquer le cerveau, parce que le cerveau, c'est l'organe sexuel, non? C'est le deuxième organe sexuel. On fait comme on veut. C'est la règle. Tu as des couples qui n'ont quasiment pas de fantaisie sexuelle. Moi, j'ai rencontré des couples que j'ai suivis pendant longtemps pour des problématiques sexuelles. Par exemple, monsieur avait des problèmes d'érection suite à une maladie diabétique. Et leur vie sexuelle, si tu t'y intéressais, tu dirais, mais c'est le truc le plus monotone que je connaisse. Sauf qu'ils sont très bien comme ça. Et tu as l'inverse. Et tu as l'inverse des personnes qui ont plein de fantaisies mais qui ne sont pas satisfaites. Donc attention, ce n'est pas en lien. Quand tu dis fantaisie, c'est les sextoys par exemple des jeux sexuels de toutes sortes, libertinage s'ils veulent, des rapports sexuels avec des jeux... BDSM. Mais ce n'est pas nécessaire BDSM. Du coup. En fait, si tu n'en as pas envie ou si tu n'as pas envie d'aller expérimenter, il n'y a pas de problème. Il faut retenir une règle, c'est est-ce que je suis bien comme ça ou pas Et il y a toujours la question de si je n'ai pas envie d'essayer quelque chose, j'ai pas envie d'essayer, c'est comme pour la bouffe, j'ai pas envie de goûter, j'ai pas envie de... Chacun son kiff. Voilà. Il y a quelque chose aussi intéressant pour la libido, c'est que moi, mon mari, par exemple, on se parle beaucoup. C'est-à-dire que tu vas faire une vanne hyper drôle, je vais sortir d'ici, il faut absolument que je lui raconte, parce que... Je vais lui raconter direct, si tu veux. Non. Il y a des moments où je suis chez moi, et c'est vrai que comme je bouge beaucoup avec la tournée, etc., j'ai pas envie qu'on se rate, parce que parfois, quand on vit trop d'expériences différentes, on a l'impression que on va se perdre, on va évoluer différemment, etc. Donc moi, j'ai toujours été câblée à ça, à lui, et à lui raconter ce que je vis, mais etc. Et donc j'avais vraiment l'impression d'être hyper honnête avec mon mari. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, il me connaît, je le connais. Et en réalité, on s'est rendu compte il y a quelque temps qu'en fait, on ne se disait pas les choses les plus importantes pour notre libido. Et qu'on aimait vraiment, au final, malgré nous, garder notre jardin secret. Et quand on a commencé à révéler certaines choses de l'ordre vraiment de l'intime sacré, c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre du fantasme très privé, et qu'on ne dit même pas après 15 ans, on ne se rend pas compte, on ne se parle pas. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent, des choses qui changent littéralement la sexualité des couples, parce qu'on va dire des choses que même nous, on n'osait pas s'avouer à nous-mêmes. Et je conseille aux gens de se demander vraiment, à des moments, ce qui les fait un peu rougir, ce dont ils ont honte. Parfois, on peut penser à quelqu'un d'autre pendant l'amour, etc. Quand ces choses-là sont dites, on ne se rend pas compte de la magie de ce que ça procurait au sein de la libido du couple. Ça peut vraiment changer toute la donne. Mais c'est pas ça. Donc il faut parler de ses fantasmes, en soi, à son partenaire. Alors, on peut en parler. Mais les plus inavouables, c'est ceux-là dont je parle. Qu'il faut aller chercher au fond de soi. D'ailleurs, même ceux qu'on n'a pas envie de concrétiser.
Oui. On peut en parler parce que ça va rajouter une sorte de complicité. Mais c'est plus facile à dire, ça. Oui. Mais est-ce Oui, que ceux qu'on n'a pas envie de concrétiser sont plus faciles à Est-ce que ton parler. fantasme, tu as forcément envie qu'il devienne réel? Parce que tu vois, tu peux avoir un fantasme et le réaliser, et en fait, que le réel en fait, te rattrape et que ce soit Il y a pas plein si de ouf que fantasmes ça. que tu n'as pas envie de réaliser. Par exemple, je prends un fantasme. Alors, je sais que quand je le raconte, je dis, J'ai peur. Non, il y a un fantasme, par exemple, qui est très courant. C'est celui de faire l'amour avec un inconnu qui, comme ça, brutalement, à la de fin nulle d'une part. soirée, il nous prend dans un coin et puis on fait l'amour. Oh, c'était génial. Et la personne n'a surtout pas envie que ça arrive. Il y a des fantasmes, par exemple, d'hommes qui disent « je fantasme sur le fait que mon partenaire ou ma partenaire est avec un autre ou une autre ». Sauf que j'ai pas envie que ça arrive Le vraiment. fameux trou de la Voilà. serrure. C'est ça. Donc, tu as des fantasmes qui sont faits pour être réalisés, d'autres non. Tu as des fantasmes qui, pendant très longtemps, tu pensais que tu ne les aurais jamais réalisés. Et voilà. Et finalement, un jour, Ça tu les arrive. réalises. Les conditions sont réunies. Voilà. Et C'est le bon il y a moment. aussi ce que tu dis, c'est le fait qu'on en a parlé avec le partenaire, puis on a vu que ça pose pas de problème en face. Tiens, il y a Ça un truc, il se débloque passe des quelque choses. chose, Ça mène Donc il y a ailleurs. des sortes de tabous autour de tout ça. Ah oui. Oui. Oui, oui. Et, pourquoi, Et même à votre quand on avis se sent très libéré, Oui. on se rend compte qu'en fait, on cache encore des choses et à soi-même. Et... Mais pourquoi il y a autant de tabous Bon, déjà parce qu'on est très occupé Ouais. et qu'on n'a plus le temps d'y penser. C'est vrai. Donc c'est pas vraiment un tabou, c'est juste que tu penses pas. Mais il faut les Oui, conditions aussi, tu vois, pour parler d'un Parce que pour moi, fantasme. tabou, c'est un truc, c'est parce que tu n'oses pas en parler, parce que c'est secret, mais tu as le temps d'en parler, tu vois. Et puis, il y a quand je parle des conditions, c'est pour parler d'un fantasme hyper tabou, genre, tiens, j'ai envie que tu m'attaches et qu'il y ait des gens qui me regardent, nu. Imagine ce fantasme. Tu le dis pas à la fin d'un café. T'es d'accord, tu le dis quand même dans une Au milieu du discussion. café. Voilà. C'est pas, au fait, la facture EDF est arrivée, la baguette, tu l'as sortie du congèle. Au fait, j'aimerais Ah, que tu la m'attaches baguette, toute il y a un nue. lien. Voilà. C'est que tu as déjà une discussion qui est déjà assez intime avant. Ouais. Tu parlais déjà de complicité. Donc déjà, il faut avoir des bonnes discussions qui te rapprochent pour pouvoir aller jusqu'à ce Ou des niveau-là gros de clashs. discussion. Ah oui. ou des gros clashs. Parce qu'après le gros ça. clash, là, tu lâches aussi. Ah bah Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que Oui, un quand gros clash tu où es... tu te vides alors. Bah, Ouais. C'est-à-dire que quand Un tu es clash confronté à libérateur. une situation de jalousie, de tromperie, Ouais. de, je sais pas, de plein de choses différentes, eh bien, il y a plein de choses qui sont mises sur la table à ce moment-là. Parce que là, t'as Et le je cerveau pense qui que s'arrête, finalement, parfois, c'est T'as le bien de cœur qui sort. secouer. Moi, j'appelle ça secouer la boule à neige. Secouer la boule à neige. Secouer la boule à neige. Ah, le truc. Je me Voilà, disais, parce que Truc que il y a t'achètes à Disney. il y a des choses qui sont, oui, dans le champ lexical, ça marche aussi. Secouer la boule à neige, c'est important parce que les choses se figent et parfois il faut un peu tout casser pour Ouais, pouvoir, c'est comme dépoussiérer. soi-même. Hein, il faut parfois Sans tomber un peu en dépression. On appelle ça les burn-out aujourd'hui, pour pouvoir se reconstruire. C'est pareil dans le couple, enfin, c'est ce que je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, c'est hyper intéressant comme piste. Et d'ailleurs, je voulais parler d'un autre sujet avec vous, c'était la virtualisation de la société et de la sexualité. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Par exemple, le fait, je ne sais pas si vous avez vu le métasexe, le fait qu'on puisse avoir des rapports sexuels dans le métaverse, le fait qu'il y ait des gens Il y qui a les textent robots avec des IA, sexuels. tu as les robots sexuels, le fait que des personnes tombent amoureuses de leur IA, Mhm. et que, enfin moi j'avais vu le cas d'une Chinoise par exemple, qui était plus amoureuse de son IA parce qu'elle se confiait plus et qu'elle l'écoutait Ouais. plus et qu'elle répondait plus à ce qu'elle voulait que son Elle a- mari. Ah oui. Donc, et c'est le film Et ça Her, surprend. c'est le film Her qui devient Ça réalité. surprend que le robot écoute plus que le mari. Moi, ça me surprend Non mais pas. c'est vrai, Ouais. Non, mais c'est drôle. Ouais. Mais en tout cas, du coup, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, pour vous, est-ce que la virtualisation de la société, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ouais. Moi, pour moi, tout ce qui est technologie nouvelle n'est ni bonne ni mauvaise. Il faut savoir bien l'utiliser. Donc, le tout, D'accord. c'est de savoir comment j'arrive à impliquer la technologie et tous ces développements-là dans ma vie sexuelle et non pas est-ce que c'est bien ou pas bien. Et pour reparler des bienfaits de la sexualité, je voulais voir qu'est-ce que tu connaissais comme hormone du bien-être, justement, qui était libérée dans ces rapports-là. Qu'est-ce que tu... Ah oui, sur les sécrétions qu'on a. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde le sait, les études montrent que les personnes qui ont une vie sexuelle régulière et épanouie, ce n'est pas la fréquence, c'est l'épanouissement, ont moins de maladies cardiovasculaires, Ah oui, ça c'est juste, ouais. moins de maladies infectieuses, Moins de dépression. moins d'inflammation et moins de dépression. Et pour les cancers aussi. Moins de apparemment, cancers, tu t'en sors voilà, plus. en fait, le cancer est moins sévère s'il survient. Et on sait que c'est lié à différentes choses. Premièrement, on a les sécrétions de cortisol, l'hormone du stress, qui va diminuer. Or, on sait que ça va, par exemple, on sait que la vie sexuelle régulière épanouie aide l'obésité.
et le diabète. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on brûle des calories pendant le rapport sexuel. Je vous rassure, ce n'est pas les 12 calories que vous brûlez pendant un mouvement qui vont faire maigrir, c'est le fait que vous avez des sécrétions hormonales et le métabolisme qui change. On a des sécrétions qui montent de bien-être pendant l'acte et on a des décharges au moment de la jouissance. Pour résumer, quand vous jouissez, c'est comme si on vous faisait une intraveineuse directe d'un antidépresseur, d'un relaxant musculaire et un peu de morphine. En gros, c'est ça, c'est pour ça qu'on est... Mais qu'est-ce qu'on fait? L'endorphine, c'est la morphine. C'est ça. Pourquoi on discute? Et la Qu'est-ce qu'on dopamine. fait là C'est ça. La dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qui va venir pendant le rapport sexuel et qui va augmenter, qui va nourrir le cerveau, que c'est « Ah, j'ai un sentiment de plaisir ». Donc, redonne-moi ça un peu plus tard. D'ailleurs, c'est à cause de ces sécrétions-là que l'idée que ça rend sourd est arrivée, par exemple. Ah oui? C'est lié à ces sécrétions-là. Parce qu'en fait, comme quand tu jouis, tu as une descente hormonale qui est plus forte chez l'homme que chez la femme. La femme descend lentement après la jouissance. L'homme descend un peu... brutalement, ouais. Il est complètement sonné, quoi. Voilà, merci, au revoir, il n'y a plus personne. Ciao. Voilà. Et en fait, comme on a un peu comme si on avait eu une injection de morphine et d'antidépresseurs, on a un tout petit peu de bourdonnement d'oreille. Et donc, ça vient de là, l'idée que, attention, ça rend sourd. Bref, c'était une petite... Ah oui, oui. Et c'est vrai que maintenant, il y a plein de pathologies cutanées qui ont en fait des causes psychologiques, dont l'acné, il y a un lien, le stress. C'est dans les deux sens. L'eczéma. Psoriasis. L'eczéma. Toutes les maladies de peau urticaires, peuvent être vraiment allégées par une libido épanouie. Alors j'ai l'impression, à titre personnel, qu'il y a de plus en plus de livres pour les jeunes autour de la sexualité. Moi, à mon époque, il y avait Titeuf, que vous devez connaître. Il avait écrit ZEP, le guide du zizi sexuel. Ça, Et c'était un peu le livre qu'on lisait en cachette à la bibliothèque, tu vois, parce que tu sais, il y a toujours ce truc un peu honteux vis-à-vis des parents où tu n'as pas envie justement de Moi, à mon montrer époque, que... il n'y avait aucun livre. Ouais. Non, mais il y a des livres aujourd'hui. Il y a des livres aujourd'hui qui expliquent simplement ce qu'est un clitoris. Je veux dire, les gens ne savent pas ce qu'est un clitoris. Ils pensent que c'est le petit capuchon. Toi, tu sais, le petit capuchon qui ressort au-dessus. En réalité, le muscle du clitoris est vaste. Énorme. Et c'est les glandes du clitoris que l'on prend, qui nous font jouir, ce qu'on appelle vaginalement. Mais pas du tout, ça reste une jouissance clitoridienne. Et simplement, en apprenant la forme du muscle, eh bien, on apprend simplement à se connaître mieux. Je suis sûr que tu as eu le même apprentissage que moi à la fac. Et moi, je me bats pour qu'on change cette phrase-là. On nous apprend d'abord l'anatomie masculine. Et après, quand on apprend l'anatomie du clitoris, on dit quoi? C'est comme le pénis, mais en plus petit. Jamais j'ai entendu quelqu'un dire l'anatomie du pénis, c'est simple. Et l'anatomie c'est comme le clitoris. J'en ai dessiné un petit là. Ah, trop chou. C'est ça un muscle du clitoris. Exact. Mais il y en a peut-être aussi un. Il y en a plein partout cachés. Oui, il y en a un peu partout. Il y en a cachés. En fait, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a Ce un que je veux dire, c'est moustachu qu'il y a un petit capuchon, mais il y a toute la partie interne avec les glandes. Et du coup, ça ne ressemble absolument pas à un pénis. C'est important quand même. Hein. Et puis, pas entouré de la même chose. Hein. Non. Que je sache, il n'y a pas l'utérus autour du pénis, au-dessus des testicules. Mais... Bon, j'ai un petit jeu pour vous, donc on va commencer par Clara. Donc Clara, c'est des questions en 69 secondes. Tu vas répondre par oui ou par non. Je ne vois pas du tout pourquoi ce nom et ça. C'est parti. Est-ce que tu te verrais un jour arrêter complètement les réseaux sociaux? Oui. Crois-tu que l'humour peut renforcer l'attraction dans une relation? Est-ce que tu crois à l'amitié homme-femme? Oui. Clara plutôt qu'Emmanuel? Non. As-tu déjà consulté un sexologue? Non. Penses-tu donner une image positive de la femme? Je l'espère. Te sens-tu féministe? À 200%. Te sens-tu plus libre de parler de tes désirs qu'avant? Ah oui. Es-tu encore de nature curieuse pour tester de nouvelles expériences en amour? Every time. As-tu déjà été attirée par quelqu'un uniquement par sa voix? Ah oui. Peut-on coucher avec quelqu'un en gardant ses chaussettes? Non. Peux-tu attirer un homme que tu juges idiot? Non. Te sens-tu plus connectée à ton corps en vieillissant? Ah oui. Crois-tu dans les relations à longue distance? Oui. As-tu un parfum ou une fragrance qui te rappelle des souvenirs intimes? Ouais. J'adore le musc parce que c'est quelque chose d'animal. Faire des comptes. Penses-tu qu'il y a des fantasmes qui devraient rester secrets? Je suis marseillaise. Des fantasmes qui devaient... non. Pourrais-tu faire de la prévention dans les écoles? Oui. Crois-tu que l'on peut aimer plusieurs personnes différentes en même temps? Oui. As-tu déjà eu envie de tester une pratique après l'avoir vue dans un film? Non. As-tu regardé des films X dans l'année qui vient de s'écouler? Non, j'ai jamais regardé un film X. Paris est-elle la capitale de l'amour? Non, je pense pas, non. Le cinéma représente-t-il bien la sexualité? Il y a de très belles scènes, oui. La France agit-elle assez pour la santé sexuelle de ses citoyens? Non, pas du tout. Alors maintenant, c'est à ton tour, Gilbert, donc je vais te dire une phrase et tu vas devoir dire le dernier mot de la phrase.
La position sexuelle la plus surcotée, c'est Missionnaire. l'hormone de l'amour, c'est C'est la dopamine. la dopamine. Dopamine, ouais. C'est pas l'ocytocine? Non, dopamine. Ah, ok. Ocytocine, c'est l'attachement. Ok. L'aliment le plus aphrodisiaque, c'est Le fenugrec. la ville la plus romantique, c'est Bruges. le plus gros tue l'amour, c'est Garder les chaussettes en faisant l'amour. T'en as pas un autre? Le plus gros tue l'amour. Le plus gros, tu l'as moi, Un autre, ouais. c'est le manque d'attention. Le plus gros green flag, c'est quoi selon toi? Le plus gros green flag, Ouais. c'est le fait qu'on ressente les choses, pas on réfléchit. La meilleure heure pour faire l'amour? Quand on a envie. La phrase à ne pas dire au lit? T'as fini? Les garçons ont tendance à penser d'eux-mêmes qu'ils... Qui sont différents des femmes. Le périnée permet de... Le péri quoi? Le périnée permet de... Le périnée permet de tout faire. Le but d'une relation sexuelle, c'est... C'est de passer un bon moment. Aujourd'hui, les jeunes pensent trop que... Qu'il faut assurer. Le Kama Sutra, c'est... C'est un beau cadeau. En France, l'information sexuelle est... En retard. La zone la plus érogène chez l'homme, c'est... Il y en a plein, mais vous préférez tous le même endroit. Ouais, si je dis autre chose que la zone T'as génitale, le il y a droit de dire personne qui va Joker me avec croire. Clara qui répond ce que tu veux. Vas-y, tu peux dire... Non, mais on m'a Ouais, dit c'est que ça, chez c'est- vous, les tétons, ça faisait vraiment quelque chose. Il faut apprendre à C'était les... en rapport avec l'attachement. Ouais. C'est vrai, ça? Et c'est variable d'une partenaire à une autre. C'est pas le pénis, la zone la plus érogène? Si, Ouais, c'est là où il y a le pénis. plus de récepteurs en fait, de volupté. Et chez la femme? Mais il y en a ailleurs. Chez la femme, la zone la plus érogène, c'est le corps. À l'école, on parle trop peu de... Du corps. Ouais. Trop peu de la différence entre l'intuition et le raisonnement. Le film idéal pour installer une bonne ambiance. Le film idéal, c'est de mettre la musique et d'éteindre la télé. Après une dispute, il faut absolument... Arrêtez de se disputer. Au lit, tu adores qu'on te dise... T'as fini? Les préliminaires, c'est mieux si... Si on les appelle plus préliminaires On les appelle et qu'on comment? les appelle actes sexuels. Eh oui. C'est vrai. L'animal le plus fidèle, c'est... C'est l'animal que tu as mis en cage. C'est le manchot, en vrai. C'est les Les manchots manchots sont les plus fidèles et ils couvrent les animaux. Ouais. Et l'animal le plus jaloux, le perroquet. Ah. Pourquoi le perroquet? Ils sont très très jaloux. Ok, je savais Quand pas. une perroquet femelle a déjà copulé avec un perroquet mâle, Elle va tu ne peux défoncer plus l'autre. jamais remettre une autre femelle dans la cage. Ah ouais, d'accord. Ouais, Sinon, elle va la c'est la tuer. guerre des plumes. Ouais. Ah, c'est dingue, je pensais pas. Donc j'ai posé 4 questions à mes abonnés en story. Ils ont dû répondre par vrai ou faux des questions autour de la sexualité. Et donc maintenant, on va lancer le What the Fake. Alors, question numéro 1. Bon, c'est facile et les abonnés ont bien répondu à 89%. L'érection concerne également le sexe féminin parce que oui, le clitoris est un organe érogène de ce que j'ai compris. Oui, puis on parle d'érection clitoridienne. C'est un terme. D'ailleurs, les 11% qui ont répondu faux, il faut que vous allez sur la chaîne charles.co apprendre des choses. Allez vous inscrire. Et si je peux rajouter Bien quelque sûr. chose, souvent, on pense que c'est le petit capuchon qui va gonfler, qui va grandir, qui va s'étirer. Ce qui n'est pas faux. Mais Il y a autre c'est chose à pas l'intérieur. toute la vulve disais, ouais. enfle. La vulve devient, c'était comme un ballon. Mais pour ça, il faut laisser monter le désir. C'est sûr que s'il n'y a pas de préliminaire, si on y va tout de suite, etc., on ne peut pas l'observer. Mais il y a des couples qui s'amusent beaucoup et qui sentent comme ça leurs organes génitaux gonfler. Et c'est pareil pour les femmes que pour les hommes. Ouais. D'ailleurs, chez l'homme, on sait à quoi sert l'érection. C'est à préparer le pénis, à pénétrer et ensuite aussi à avoir la jouissance. Est-ce que tu sais à quoi sert l'érection chez la femme? Non. L'érection externe dont tu parles, sur la vulve, les lèvres, ça sert à gonfler les lèvres. Et en gonflant, ils vont s'ouvrir un peu, donc découvrir, parce qu'ils sont fermés. Et en s'engorgeant de sang, ils vont déjà préparer l'entrée de l'orifice. Et le vagin, le clitoris, en se gonflant à l'intérieur, ce que tu disais tout à l'heure, la femme, il va préparer. C'est ce qui donne lors de l'excitation chez la femme, cette sensation qu'il y a un truc dans le bas du ventre, qu'il se passe quelque chose. Donc ça prépare la pénétration et il change légèrement
la forme du vagin, ce qui le prépare aussi à la pénétration. Donc l'érection du clitoris, c'est pas juste un truc, une erreur qui est passée par hasard dans le corps humain. Une anomalie. Et aussi, justement, ce sang qui est comme ça... L'engorgement de sang. Engorgé, eh bien, procure plus de plaisir. Si ça se trouve, les papillons dans le ventre, c'est juste un engorgement sanguin, on n'en sait rien. Tout est sexuel. Prochaine question. L'orgasme féminin est plus long que l'orgasme masculin? Un peu plus long, mais il y a 8 différences carrément entre l'orgasme féminin et masculin. L'orgasme masculin, il a un point de non-retour. L'orgasme féminin n'a pas de point de non-retour. Le point de non-retour masculin, c'est si j'atteins un niveau, je sais que quoi que je fasse, même si j'arrête tout, je vais de toute façon éjaculer. C'est pour ça qu'il y a l'éjaculation précoce, c'est qu'il y a un moment où même si on arrête, trop tard, on éjacule. Chez la femme, si on arrête la stimulation, et ça je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître, on est en train de stimuler par exemple le clitoris et pénétration en même temps, on bouge la stimulation d'1 ou 2 mm sur le clitoris, même si on était vraiment tout proche de l'orgasme, ça peut fracasser l'orgasme. Par contre, les femmes sont plus naturellement prédisposées à être multi-orgasmiques. L'homme, ça lui demande beaucoup de travail pour atteindre la multi-orgasmie. Tu avais envie d'ajouter quelque chose? Oui, les stimulateurs clitoridiens. Moi, je n'avais pas essayé avant mes 40 ans, pareil. Alors, le stimulateur clitoridien, vraiment typiquement qui stimule le clitoris, parce que j'avais toujours pensé que je ne jouissais que vaginalement, parce que je n'avais pas le dossier avant. Et je me disais, non, oui, je n'avais pas lu des livres, je n'avais pas lu beaucoup de livres avant que je m'y intéresse vraiment. Et en réalité, le stimulateur clitoridien, ça ne touche pas le clitoris. Ah ouais. En fait, c'est autour. Et ça stimule pas... Enfin, parce que c'est vrai que ça peut... Sinon, c'est désagréable. Ça peut faire mal, ça peut user, ça peut s'irriter. Et c'est en ça que les stimulateurs clitoridiens peuvent vous faire jouir en séquence de façon ininterrompue pendant des heures. Parce qu'en fait, il n'y a pas l'usure, mais contrairement à un homme, effectivement, ça peut durer des heures. Alors, est-ce qu'une première relation sexuelle douloureuse est normale? Alors, 70% pensent que c'est faux, et heureusement, mais il y a quand même 23% qui accouchent, c'est vrai. D'ailleurs, c'est impressionnant. C'est bizarre, non? C'est même... Pourquoi ils croient que c'est vrai? Les personnes, c'est tes followers, hein? Ouais, c'est mes abonnés. Mais c'est des gens qui sont dans le domaine de la médecine. Ils sont un peu plus au courant des choses. Statistiquement, il y a des enquêtes qui montrent que pratiquement une femme sur 2 pense que c'est normal d'avoir mal. Ah ouais? Et lors du premier rapport sexuel, donc là, on voit, et même des gens qui sont informés, il y a encore un quart qui pensent que c'est normal d'avoir mal. Ce n'est pas normal d'avoir mal. Il n'y a pas à discuter autour. Mais, voilà. Mais alors, je veux bien en discuter, moi, parce que si un pénis n'est jamais passé par un vagin, c'est normal qu'une première fois, quand même, c'est soit normal un peu si on y va, serré. Si on y va comme un bourrin, quoi, à ce moment-là. Si c'est la toute première fois, là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, un peu pour... Exact. Donc, on va y aller progressivement, doucement. Si on sent que ça fait mal, c'est dans ce sens-là que je dis c'est pas normal. Il ne faut pas se dire ça fait mal, c'est normal, ça va passer. Je continue. Voilà, oui, d'accord. c'est dans ce sens-là. Non, c'est pas normal que ça fasse mal. Mais c'est normal que ce soit pas super agréable la première fois, non? Exact. Mais si on sent que c'est pas agréable, ben on doit justement arrêter. C'est qu'il faut faire autrement. Il faut y aller plus progressivement. Peut-être d'abord introduire un doigt, peut-être faire des exercices du périnée pour relâcher la musculature. Peut-être prendre le temps, se détendre et recommencer un peu plus tard. Mais je disais, c'est pas normal. Faut pas forcer. Si tu as mal, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut que tu arrêtes. C'est que ça va trop fort. Et ça veut dire qu'il faut faire autrement. Alors, question suivante, est-ce que le vaginisme est dû à une malformation anatomique du vagin? Donc, il y en a quand même 6% qui pensent que c'est vrai, 94% heureusement qui pensent que c'est faux. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le vaginisme? Le vaginisme, c'est une contraction involontaire, inconsciente, qui rend la pénétration soit difficile, soit impossible, et c'est une contraction des muscles qui entourent le canal du vagin. Juste pour rappel, on dit le vagin, vaginisme. En fait, le vagin, il n'y a rien dedans, c'est vide. Il n'y a pas de muscles. C'est autour. C'est des muscles. Ouais. Et il y a très peu de cas où la cause du vaginisme est médicale. Par exemple, une malformation du vagin ou un hymen trop épais qui fait que ça bloque. C'est vraiment moins de 1% des cas. La majorité des cas, c'est juste cette contraction qui est souvent liée au fait qu'on a peur, par exemple, de la première fois. Ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être stressant ou lors de la première pénétration, il y a une sensation un peu désagréable. On le sait, quand on a mal, quel est le réflexe du muscle? De se contracter. Il se contracte. Et comme il se contracte, ça fait mal. Et comme ça fait mal, ça se contracte. Et on rentre dans une sorte de boucle infernale comme ça. Donc le vaginisme, c'est ça. Mais c'est psychologique du coup? C'est un mélange des deux. C'est des personnes qui ont un tonus
au niveau du périnée qui est plus élevé que la moyenne. Par exemple, les femmes qui ont un vaginisme, quand plus tard elles ont une grossesse et qu'elles guérissent, elles ont une grossesse, accouchement, souvent les sages-femmes leur disent en fait, ta rééducation, nickel, quoi. Vu, parce qu'il y avait déjà une Elles ont un hypertonie, périnée en fait, surdéveloppé, en fait, c'est enfin ça. surentraîné. Et c'est très souvent associé à un état d'émotivité, je dirais plus que le stress. C'est des personnes qui ont une émotivité forte et elles ne maîtrisent plus les émotions qui montent. L'excitation sexuelle peut être flippante chez certaines personnes les premières fois. C'est comme si tu faisais le grand 8, quoi. C'est ça va pas, il faut que j'arrête. Ouais. Et donc ça peut provoquer des tensions musculaires, effectivement. Maintenant, on va parler d'une autre histoire, l'histoire de la médecine, et notamment le jour où on a découvert les vitamines avec le jour où. Le jour où James Lind découvrit les vitamines, c'était en 1747, sur le pont d'un vieux navire britannique battu par les vagues de l'Atlantique. Lind, médecin de bord, était hanté par le mystère du scorbut, cette maladie qui décimait les marins. Le scorbut était l'ennemi invisible des expéditions maritimes, provoquant des gencives qui saignaient, des dents qui tombaient et des corps affaiblis jusqu'à la mort. Jusque-là, impuissant face à cette hécatombe, Lind décida de tenter une expérience audacieuse ce jour-là. Tester des remèdes qu'il avait découverts dans des lointains ouvrages. Il sélectionna 12 marins déjà affaiblis et les divisa en groupes, administrant à chacun un remède différent, du vinaigre, de l'eau de mer, des concoctions mystérieuses et à 2 d'entre eux un élixir différent au jus d'orange et de citron. Le changement fut saisissant. En quelques jours seulement, alors que la santé des autres marins continuait de se dégrader, les 2 hommes ayant reçu le jus d'agrumes retrouvèrent des forces et une meilleure couleur pour finalement guérir complètement. Le scorbut, ce spectre qui hantait les marins, semblait enfin reculer. Ce jour-là, Lind posa sans le savoir la première pierre d'une découverte révolutionnaire, l'importance des vitamines cachées dans les fruits et légumes. Le scorbut, longtemps perçu comme une condamnation à mort sur les mers, perdait sa couronne de terreur. La découverte de James Lind marqua un tournant décisif dans la lutte contre les maladies nutritionnelles. Grâce à lui, la marine britannique adopta finalement les agrumes comme remède contre le scorbut, transformant la compréhension de la nutrition et de la santé jusqu'à nos jours. Hyper intéressant cette histoire. Ah ouais, Vous connaissiez l'histoire du scorbut? Oui. On l'avait apprise un peu à la fac. Moi, j'adore les histoires de découvertes médicales, surtout celles qui ont été par hasard, qui sont nombreuses. Les découvertes de Pasteur, comme on a découvert le Viagra, complètement par hasard. Ah ouais? Raconte le Viagra. Le Viagra, à la base, c'était un médicament développé pour protéger, pour espérer soigner les angines de poitrine. Ah oui, ça y est, ça me revient. Voilà. Et en fait, quand on fait de la recherche, on donne les médicaments aux personnes et ils doivent les ramener. Et on fait des examens, etc. Et on sait qu'il y a quelques comprimés qui vont se perdre. Sauf que dans cette étude-là, il y avait beaucoup de comprimés qui se perdaient. Donc, on a cherché à comprendre comment ça se fait. Et c'est là où les patients ont commencé à dire, mais en fait, j'ai des érections. Donc, à la base, l'érection sous Viagra, c'est un effet secondaire du médicament qui a été transformé ensuite en médicament à base entière. C'est ouf. J'adore ces découvertes médicales. Pasteur, qui c'est avec l'histoire un peu farfelue, qu'il est parti en vacances, il a oublié des microbes, et au retour, il a fait le vaccin atténué. Ouais, c'est dingue. Je suis passionné, d'ailleurs, sur la chaîne, je parle parfois de quelques découvertes. Il faudrait que tu fasses un livre. Tu n'as qu'à faire un livre sur toutes les histoires, anecdotes médicales des découvertes. J'ai un éditeur à te présenter. Ah bah voilà. En parlant d'éditeur d'ailleurs, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Clara, merci pour ton livre que tu m'as fait lire du coup, qui était trop sympa. Avec grand plaisir. C'était hyper intéressant et du coup tu me le dédicaceras à la fin. Et pour chacun d'entre vous, j'ai un livre du coup, parce que moi aussi j'ai écrit un livre. Ah cool. Sur les études de médecine. Eh ben tiens, sur, chacun, voilà, on fait un échange de livres. Merci. Ah, il y a plein de dessins en plus. Voilà, c'est ça. C'est grand public. Hein. C'est un grand public sur le parcours des études de médecine, le sexisme à l'hôpital, les gardes, je tombe etc. sur quoi? L'amour entre médecins. Magnifique. J'ouvre le bouquin. Ah, mais là, direct, c'est un film. Je pense quelque chose depuis le début entre vous. On joue au docteur. On joue au docteur, bah oui. Je vous laisse, hein. À tout à l'heure. Faites comme si je n'étais pas là. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Du coup, je vais vous dire au revoir. Malheureusement, on a passé un super moment. C'était hyper cool. J'étais contente de vous avoir tous les deux parce que je trouve que vous avez chacun des choses hyper complémentaires à apporter. Et je pense que c'est la première fois en plus que vous étiez ensemble première fois qu'on se voit. sur un plateau. Pas la dernière. Et c'est ce que j'allais dire. Moi, j'espère que c'est pas la dernière. J'espère que c'est pas la dernière non plus.
Merci à vous d'avoir été là et d'avoir écouté l'émission en entier. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui s'intéressent au livre de Clara, je vous mettrai le lien pour l'achat de son livre dans la description. Voilà, allez, à bientôt.